Beryl est un épéiste d'âge moyen qui dirige un dojo au milieu de nulle part et mène une vie paisible. Un jour, alors qu'il s'entraîne, son père se tourne vers lui et dit qu'il aimerait vraiment avoir des petits-enfants à s'occuper. Cela fait des années que Beryl a pris la relève en tant qu'instructeur ici, mais il est toujours aussi célibataire qu'avant. Beryl répond qu'il a été trop occupé par le dojo familial pour penser à avoir des enfants, mais son père insiste pour qu'il fasse au moins un effort. Il suggère même à Beryl d'élever une de ses élèves pour qu'il puisse se marier, mais pour des raisons éthiques, Beryl refuse. Ce dojo appartient à la famille de Beryl depuis des générations, et il travaille consciencieusement comme instructeur depuis qu'il a repris le flambeau de son père. Autrefois, il rêvait de grandes choses, comme devenir un maître épéiste renommé, mais bien qu'il soit sans doute meilleur que la moyenne, il ne pense pas mériter le titre de maître épéiste. Cela dit, il se considère comme un bon professeur, car beaucoup de ses élèves sont devenus des épéistes accomplis après avoir obtenu leur diplôme. Une fois l'entraînement terminé pour la journée, Beryl rentre chez lui pour dîner avec ses parents, mais son père continue d'insister pour qu'il se marie. Le père de Beryl essaie de convaincre sa femme de faire pression sur Beryl pour qu'il trouve une épouse, mais elle répond que ces choses prennent du temps et qu'il ne faut pas le bousculer. Cependant, elle s'attend tout de même à ce que Beryl lui donne un petit enfant. Beryl s'étouffe un peu avec sa nourriture, car c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout qu'il n'a même pas de petite amie et qu'une jolie fille ne va pas simplement frapper à sa porte. Quelques secondes plus tard, on frappe à la porte, et Beryl ouvre pour trouver une jolie fille devant lui. Elle le salue comme son maître, et après l'avoir regardé de plus près, Beryl réalise qu'il s'agit d'une de ses anciennes élèves, Alucia Citrus. Beryl l'invite à entrer et lui offre une tasse de thé pour discuter. Beryl se souvient qu'Alucia était une élève douée à l'époque où il l'entraînait, mais il n'aurait jamais imaginé qu'elle deviendrait commandante de l'ordre des Chevaliers Royaux. Quoi qu'il en soit, Beryl lui demande pourquoi elle est venue, et Lucia explique qu'une partie de ses devoirs en tant que commandante est de former les nouvelles recrues, alors elle a recommandé Beryl comme instructeur spécial en escrime. Elle a même obtenu que ce soit approuvé par ordre impérial, alors elle est venue annoncer la bonne nouvelle à Beryl. Beryl n'a jamais demandé à devenir instructeur impérial, alors il envisage de refuser, mais son père lui dit qu'on peut être exécuté pour avoir désobéi à un ordre impérial, alors il ne peut pas l'ignorer. Alucia rassure Beryl en disant qu'il ne sera pas tué s'il refuse, mais qu'il subira probablement de graves conséquences, alors il ferait mieux d'accepter. Elle a déjà un carrosse qui les attend pour les emmener à la capitale, alors ils peuvent partir maintenant, et demain elle lui donnera les détails de son nouveau travail. Beryl n'en revient pas qu'Alucia s'attende à ce qu'ils partent tout de suite, mais son père est déjà d'accord avec l'idée, alors il lui souhaite bonne chance et lui dit de trouver une femme pendant qu'il sera à la capitale. D'ailleurs, il dit qu'Alucia ferait une excellente épouse pour Beryl, mais ce dernier lui demande d'arrêter de dire des choses pareilles parce que ça met Alucia mal à l'aise. L'écart d'âge est bien trop grand pour qu'ils forment un couple, mais Alucia murmure qu'elle ne serait pas contre. Quoi qu'il en soit, Beryl ne veut pas découvrir quelles sont ces graves conséquences, alors il accepte l'offre et accompagne Alucia à la capitale. Pendant qu'ils sont dans le carrosse, Beryl remarque qu'Alucia utilise toujours l'épée qu'il lui a offerte. C'est une épée que Beryl donne à tous les élèves qui obtiennent leur diplôme de son dojo, et Alucia a pris grand soin de la sienne depuis qu'il la lui a donnée. Beryl est content de voir qu'elle accorde tant de valeur à son cadeau, mais il ne pense pas que cette épée soit assez bonne pour une commandante comme elle. Il dit qu'elle pourrait trouver mieux chez n'importe quel forgeron, mais Alucia répond que cette épée est parfaite pour elle. Beryl suppose qu'elle doit être si attachée à cette épée parce que, en tant qu'ancien maître, elle croit encore que tout ce qui vient de Beryl est supérieur, mais il n'est qu'un épéiste ordinaire, alors il ne pourrait jamais être à la hauteur en tant qu'instructeur spécial. C'est alors qu'Alucia prend la parole et dit qu'elle est ravie que le maître épéiste campagnard vienne enfin à la capitale. Beryl ne sait pas de qui elle parle, car il n'est pas un campagnard et il n'est certainement pas un maître épéiste, mais elle lui dit qu'il est bien connu dans le monde de l'escrime. Il a formé des dizaines d'élèves qui sont devenus des épéistes et des aventuriers légendaires, alors il est un peu une légende vivante, même si elle n'est pas contente du surnom qu'il a reçu. Beryl trouve l'histoire intéressante, mais il est convaincu qu'Alucia est la seule à le considérer comme un maître épéiste. Bientôt, ils arrivent à la capitale royale, alors Alucia dépose Beryl dans une auberge pour qu'il puisse se reposer, et elle dit qu'elle viendra le chercher demain matin. Le lendemain, Alucia emmène Beryl au château et le présente à l'ordre des chevaliers. Elle informe toutes les recrues que Beryl est si fort qu'elle-même ne pourrait pas rivaliser avec lui, alors elle devrait être honorée d'avoir un homme si compétent comme professeur. Cependant, quelques chevaliers ne pensent pas que Beryl mérite une position si élevée, et l'un d'eux est particulièrement mécontent de cette situation. Peu après, Beryl discute avec Alucia dans les couloirs, et elle le félicite pour être officiellement devenu instructeur spécial. Elle lui dit qu'il n'aura besoin de venir entraîner les recrues que 3 ou 4 fois par mois, alors cela ne devrait pas trop interférer avec ses leçons habituelles au dojo. C'est alors qu'une fille arrive en courant vers Beryl, tellement excitée de revoir son maître qu'elle peut à peine se contenir. Elle s'appelle Kuruni, et c'était une élève du dojo de Beryl il y a 2 ans.
Il se souvient que son rêve était d'intégrer l'ordre des chevaliers, alors il est content de voir qu'elle a réussi. Bien que Kuruni ne soit encore qu'une stagiaire, elle a encore beaucoup de travail avant de devenir une vraie chevalière. Cela dit, elle est heureuse de s'entraîner à nouveau sous la direction de Beryl, et c'est la même chose pour Alucia. Plus tard dans la journée, Beryl retourne chez lui, mais en ouvrant la porte, il découvre qu'un autre de ses élèves est venu lui rendre visite. Il s'appelle Randrid, et il est venu présenter à Beryl sa femme et son nouveau-né. Beryl est heureux de voir que Randrid se porte bien, mais son père l'interrompt et dit que Beryl ne devrait pas revenir à la maison tant qu'il n'aura pas une femme et un enfant comme Randrid. En parlant de Randrid, après avoir obtenu son diplôme du dojo de Beryl, il est devenu un aventurier de rang platine, mais maintenant qu'il a un enfant, il veut prendre sa retraite et retourner vivre au village. Le rang platine est assez difficile à atteindre, alors Beryl est surpris que Randrid soit prêt à y renoncer si facilement, mais d'un autre côté, être aventurier est un travail dangereux, alors il ne veut probablement pas prendre de risques maintenant qu'il a un enfant à charge. Pendant qu'il est là, Randrid promet de faire de son mieux pour diriger le dojo, mais Beryl ne comprend pas de quoi il parle. Le père de Beryl lui explique que puisque Randrid est assez compétent, il peut reprendre le rôle d'instructeur du dojo, ce qui signifie que Beryl n'aura plus besoin de rester ici, alors son père le met à la porte, même si Beryl est propriétaire de cette maison. Le lendemain, Beryl explique toute la situation à Alucia et dit qu'il doit trouver une maison dans la ville. L'auberge où il a dormi hier était un peu trop luxueuse pour y rester définitivement, alors il veut trouver un endroit plus abordable, et Alucia est plus qu'heureuse de l'aider à chercher. Elle lui demande s'il aimerait venir vivre chez elle, mais Beryl ne pense pas que ce serait approprié, alors, au grand désappointement d'Alucia, il décline. Alucia lui demande ensuite s'il veut aller manger avec elle, puisqu'il est l'heure du déjeuner, et Beryl est d'accord, alors il se dirige vers un restaurant. Cependant, pendant qu'il marche, quelqu'un traite Alucia d'éhontée pour se promener en ville avec un homme et l'appeler maître sans réfléchir. La fille et Alucia semblent avoir un passé conflictuel, et la fille trouve scandaleux qu'une fière commandante des chevaliers se promène avec un homme au hasard. Beryl essaie de cacher son visage pour éviter les conflits, mais la fille veut voir son visage, alors elle baisse la carte, et dès qu'elle reconnaît Beryl, elle l'appelle maître. Beryl est confus parce qu'il ne sait pas qui elle est, alors elle lui rappelle qu'elle s'appelle Serena et qu'il l'a sauvée autrefois et lui a appris à manier l'épée. Beryl met un moment à s'en souvenir, mais il finit par se rappeler avoir trouvé une fille blessée il y a 20 ans. Il l'avait recueillie et soignée avant de lui apprendre à se battre, mais il ne l'avait pas revue depuis plus de 10 ans, alors il est agréablement surpris de voir qu'elle est devenue une aventurière de rang noir. Serena s'excuse de ne pas avoir rendu visite à Beryl toutes ces années, mais elle est aussi curieuse de savoir pourquoi il est soudainement dans la capitale royale. Alucia explique que Beryl a été nommé instructeur spécial pour l'ordre des chevaliers, alors il déménage à la capitale, et elle est là pour l'aider à trouver une auberge adaptée. Cependant, Serena dit qu'elle serait bien meilleure pour trouver un logement, car en tant qu'aventurière, elle a l'habitude des auberges. Serena et Alucia commencent à se disputer pour savoir qui accompagnera Beryl dans sa recherche de logement, et Beryl ne comprend pas pourquoi elle se déteste autant, mais avec leur aide, il finit par trouver une auberge qui lui convient. Il les remercie toutes les deux pour leur aide, mais il leur demande d'arrêter de se disputer pour lui, car il ne supporte plus les cris. Par respect pour Beryl, elles arrêtent de se disputer et rentrent chez elles en silence. Beryl les regarde depuis une fenêtre, et bien qu'il ne puisse pas dire qu'il appréciera toute l'agitation de la vie en ville, il trouve agréable d'avoir autant de ses élèves autour de lui pour s'occuper de lui. Le lendemain, l'ordre des chevaliers s'entraîne comme d'habitude, et le vice-commandant, Ambry, domine absolument tous les autres avec son talent. Après avoir vaincu son partenaire d'entraînement, Alucia fait une annonce soudaine et informe tout le monde qu'il y a un changement d'emploi du temps. Au lieu d'une fois par semaine, Beryl commencera à les instruire à partir d'aujourd'hui, alors elle s'attend à ce qu'ils travaillent plus dur que jamais. Beryl leur dit qu'il est heureux d'être là, mais avant qu'il ne puisse commencer sa première leçon, Ambry s'approche et dit qu'il a quelque chose à dire. Pour être instructeur spécial de l'ordre des chevaliers, Beryl doit posséder un certain niveau de force, alors il le met au défi en duel. Ambry n'essaie pas d'être irrespectueux, il veut simplement s'assurer que Beryl est à la hauteur, et en tant que vice-commandant, il est dans son droit de demander un duel, alors Alucia le sanctionne. Beryl aimerait vraiment qu'elle arrête d'accepter des choses en son nom, mais puisqu'Ambry l'a défié, il n'a d'autre choix que de se préparer pour le duel. Ambry est convaincu qu'Alucia ne pense autant de bien de Beryl que parce qu'il était son instructeur quand elle était enfant, mais cela ne signifie pas que Beryl est fait pour être instructeur spécial de l'ordre des chevaliers, alors Ambry va le prouver en le battant maintenant. Beryl est d'accord avec Ambry, car il ne pense pas être à la hauteur, mais ce serait mauvais pour Alucia si l'homme qu'elle a recommandé perdait facilement, alors il décide de faire de son mieux contre Ambry. Le duel commence, et Ambry charge pour attaquer Beryl. Beryl commence à parer les attaques, et il est impressionné par la puissance et la vitesse de Ambry, mais il sait que s'il peut dévier l'une des frappes parfaitement, cela laissera Ambry à découvert, et il pourra contre-attaquer. C'est exactement ce qu'il fait,
et Ambry reste sans voix, car dans un vrai combat, il serait mort à cet instant. Cela compte comme un point pour Beryl, alors ils retournent à leur position de départ, et Ambry recommence à attaquer. Beryl ne peut toujours pas croire à quel point Ambry est fort, mais tous ses mouvements sont prévisibles, alors il a pu les parer assez facilement. Ambry réalise qu'il ne touchera pas Beryl s'il ne donne pas tout, alors il utilise sa technique signature pour attaquer. La technique de la lame rugissante a tant de puissance qu'elle ne peut être bloquée ou parée, alors il n'y a aucun moyen pour Beryl de gagner ici. Cependant, après que Ambry a brandi son épée, Beryl disparaît et réapparaît derrière lui, son épée près du cou de Ambry. Avec cela, Beryl a officiellement gagné le duel, et Ambry n'est même pas en colère, il est simplement impressionné par la technique que Beryl vient de montrer, et il s'excuse pour avoir été si impoli plus tôt. Plus tard, Ambry organise une fête pour accueillir Beryl en tant que nouvel instructeur, mais il veut vraiment savoir comment Beryl a réussi à contrer son mouvement signature. Beryl explique qu'il a simplement bougé en synchronisation avec la rotation de Ambry, ce qui l'a amené derrière lui, mais c'est beaucoup plus difficile à faire qu'il ne le laisse entendre. Quoi qu'il en soit, Ambry a hâte de s'entraîner sous la direction de Beryl, tout comme les autres. Une semaine s'est écoulée depuis que Beryl est devenu instructeur ici, et alors que deux des chevaliers s'entraînent ensemble, il vient leur donner quelques conseils. Il a observé leur façon de combattre, et leur maniement de l'épée est correct, mais il pense qu'ils doivent travailler leur distance. Il leur montre que si l'on se concentre trop sur l'épée de son adversaire, celui-ci peut se rapprocher sans que l'on s'en aperçoive. Cela n'a l'air de rien, mais dans un vrai combat à l'épée, un demi-pas de distance peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Beryl pensait qu'il ne faisait que donner un conseil de base à ses élèves, mais à la façon dont tout le monde le regarde, on pourrait croire qu'il vient de cracher les meilleurs barres de tous les temps. Depuis le duel entre Beryl et Amblitz, les chevaliers considèrent chaque parole de Beryl comme parole d'évangile, et Beryl doit admettre que cela lui facilite grandement la tâche. Une fois l'entraînement terminé, Beryl s'assoit pour se détendre et Amblitz lui tend une serviette pour essuyer sa sueur. Quelques minutes plus tard, Curuni s'approche de Beryl et lui demande s'il a des projets pour la suite. Beryl n'avait pas vraiment l'intention de faire quoi que ce soit, alors Curuni lui demande s'il aimerait qu'elle lui fasse visiter la ville. Maintenant que Beryl y pense, il n'a pas encore eu l'occasion de voir grand-chose à Baltrin. Il accepte donc l'offre de Curuni, qui part en courant se changer. Pendant ce temps, Alucia est occupée à rencontrer les officiels royaux pour leur faire un rapport sur l'état de l'ordre des chevaliers, en particulier avec un nouvel instructeur spécial qui a été embauché récemment. Alucia leur assure que Beryl a dépassé toutes les attentes, et comme il n'y a plus rien à discuter, la réunion se termine. Les gens l'avaient prévenu que si elle voulait continuer à développer son art de l'épée, elle devrait éviter de devenir capitaine de chevalier à cause de toute la bureaucratie. La seule raison pour laquelle elle a accepté ce poste, c'est qu'elle avait besoin d'une position de pouvoir pour amener Beryl à la capitale. Lorsqu'Alucia était encore enfant, ses parents l'avaient emmenée au dojo de Beryl pour qu'elle apprenne à se défendre, et dès qu'elle avait rencontré Beryl, elle avait su que c'était quelqu'un de gentil. Une fois qu'elle a rejoint le dojo, Beryl lui a fait pratiquer ses coups d'épée et sauter par-dessus des souches d'arbres pour améliorer sa mobilité. Il lui fit également faire des exercices de force de base et, bien que ses méthodes aient pu être un peu moins orthodoxes, Alucia se sentit très vite à l'aise avec le sabre. Un jour, Beryl demanda à Alucia si elle voulait faire un combat simulé avec lui, et elle accepta avec enthousiasme car elle voulait montrer tout ce qu'elle avait appris. Cependant, lorsqu'elle affronta Beryl, elle ne trouva aucune ouverture dans sa position. Comme Alucia avait grandi auprès de Beryl, elle pensait que tous les instructeurs de sabre étaient aussi bons que lui, mais un jour, lorsque Beryl les emmena participer à un combat simulé contre un autre dojo, elle réalisa qu'elle se trompait. La personne qu'elle affrontait était pleine d'ouverture et avait la patience d'un enfant en bas âge, car elle attaquait Alucia à l'aveuglette, sans plan. Comme on pouvait s'y attendre, Alucia l'a battue à plate couture, alors qu'elle n'était même pas en mesure de relever le défi. Une fois le combat simulé terminé, Beryl et ses élèves retournent à leur dojo, et Beryl est heureux que ses élèves aient eu la chance d'affronter des personnes ayant des styles de combat différents. À ce propos, Alucia demande à Beryl si son dojo est meilleur que la moyenne par rapport aux autres, mais il n'aime pas penser à cela. Bien sûr, ils ont peut-être gagné le combat simulé aujourd'hui, mais il est plus important de se concentrer sur ce que l'on a appris de l'expérience plutôt que sur le fait de gagner ou de perdre. Alucia comprend ce que Beryl essaie de dire, mais elle remarque alors que son épingle à cheveux a disparu. Elle se rend compte qu'elle a dû la laisser tomber au dojo et qu'elle est très importante pour elle, alors elle dit à Beryl qu'elle va retourner la chercher. Alucia finit par arriver à l'autre dojo et commence à chercher l'épingle à cheveux qu'elle a laissé tomber, mais malheureusement, il semble que le type qu'elle a vaincu l'ait trouvé avant elle. Pendant une seconde, on a cru qu'il allait être gentil et la donner sans causer d'ennui, mais cela aurait été trop logique. Au lieu de cela, il jette l'épingle à cheveux dans le dojo et dit qu'Alucia va devoir les prendre tout en même temps si elle veut récupérer son épingle. Elle l'a peut-être battu lors du simulacre de combat, mais il ne peut pas perdre quand tous ses amis le soutiennent. Compte tenu de leur piètre maîtrise de l'épée,
Alucia pourrait avoir une bonne chance de les battre à elle seule, mais elle sait que Beryl ne voudrait pas qu'elle utilise ses compétences pour frapper d'autres personnes, alors elle reste là, prête à se faire battre. Cependant, avant que l'abruti ne puisse la frapper au visage, Beryl s'avance devant Alucia et prend le coup à sa place. Le coup ne l'a pas endommagé, mais il lui fait quand même un peu mal, et il demande au garçon si c'est vraiment comme ça qu'ils veulent utiliser leur talent d'épéiste. L'abruti ne comprend toujours pas qu'il fait n'importe quoi et tente de frapper Beryl à la tête cette fois-ci. Mais Beryl se baisse facilement et désarme l'abruti d'un seul coup. Il part ensuite les coups de plusieurs amis du crétin, mais avant que les choses ne s'aggravent, le maître du dojo arrive. Il a entendu le vacarme et a accouru dès qu'il a pu, mais il est très déçu de voir ses élèves se comporter d'une manière aussi peu civilisée. Il s'agenouille pour s'excuser sincèrement auprès de Beryl et promet de faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Beryl et Alucia commencent à marcher ensemble vers la maison, et Beryl explique qu'il a eu un mauvais pressentiment quand Alucia est allée chercher son épingle à cheveux, alors il l'a suivie pour s'assurer qu'elle allait bien. Alucia se sent mal parce que Beryl s'est fait frapper à cause d'elle, mais il lui dit que le coup n'était pas si grave et qu'en plus, elle n'a rien fait de mal, donc elle n'a pas à s'en vouloir pour ce qui s'est passé. Au contraire, il pense que c'est de sa faute car, en tant que professeur d'Alucia, il n'aurait pas dû la laisser aller seule dans une situation potentiellement dangereuse. Les années passent et Alucia se retrouve au milieu d'un autre simulacre de combat avec Beryl. La forme de Beryl est toujours aussi solide, mais cette fois, alors qu'il brandit son épée, Alucia parvient à le suivre et à marquer un point contre Beryl, pour une fois. Beryl est surpris de voir à quel point Alucia s'est améliorée, mais il pense qu'elle est enfin prête à quitter son dojo et lui remet son sabre de cérémonie. Alucia s'était rendu compte que Beryl ignorait à quel point ses compétences au sabre étaient divines, et elle ne voulait vraiment pas quitter son dojo parce qu'elle avait encore beaucoup à apprendre de lui, mais en même temps, elle ne voulait pas causer d'ennui à Beryl, alors elle ne s'est pas disputée avec lui à ce sujet. Au lieu de cela, elle a décidé de prouver que les techniques de Beryl étaient supérieures à toutes les autres. Elle s'est donc inscrite au programme de l'Ordre des Chevaliers et a passé le test d'entrée. Et comme elle s'y attendait, pendant le test, aucun des autres candidats n'a été à la hauteur de l'entraînement que Beryl lui a donné. Même les examinateurs n'ont pas pu la suivre, et ils n'ont eu aucune chance face à Beryl. Il possède un temps de réaction quasi humain et des capacités d'observation qui dépassent de loin celles d'une personne normale. Il ne fait donc aucun doute pour Alucia que Beryl est le plus grand épéiste du monde. Cependant, Beryl n'est pas conscient de ses compétences, et le connaissant, il serait heureux de vivre le reste de ses jours comme un maître d'épée inconnu, mais Alucia a refusé de laisser son maître rester méconnu. Grâce à ses compétences, elle gravit lentement les échelons de l'Ordre des Chevaliers dans l'espoir d'obtenir le pouvoir de soutenir Beryl. Lorsqu'elle a finalement obtenu le poste de commandant des Chevaliers, 10 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait quitté le dojo de Beryl, et pendant cette période, Beryl était devenu encore plus extraordinaire que dans les souvenirs qu'elle en avait. Elle se sent un peu coupable de l'avoir nommé instructeur sans lui demander son avis, mais c'était le seul moyen de le faire quitter le village et d'obtenir une certaine reconnaissance. Elle retourne à la salle d'entraînement et rencontre Amblitz pour lui demander comment s'est déroulé l'entraînement avec Beryl. Amblitz lui répond que c'était formidable et qu'ils ont tous beaucoup appris de lui aujourd'hui. Alucia ne voit pas Beryl dans les parages, alors elle lui demande s'il est déjà rentré chez lui pour la journée, mais Amblitz lui répond qu'il est en fait parti avec Kuruni parce qu'elle a dit qu'elle voulait lui faire visiter la ville. Alucia devient un peu jalouse en entendant cela, car cela signifie que Kuruni a demandé à Beryl de sortir avec lui, et elle aurait aimé y penser en premier. Pendant ce temps, lors du rendez-vous de Beryl et Kuruni, elle lui montre toutes les belles boutiques de la ville, et Beryl est étonné de voir à quel point cet endroit est animé par rapport à son village. Il se demande cependant pourquoi Kuruni l'a emmené dans le quartier ouest puisque toutes les attractions touristiques, comme l'église et le palais, sont censées se trouver dans le quartier nord. Kuruni lui répond qu'il a raison, mais qu'une fois qu'on a vécu assez longtemps dans la ville, on voit le palais et l'église tout le temps, et que cela devient un peu ennuyeux au bout d'un certain temps, mais Beryl avait hâte de les voir. Alors qu'il marche toujours dans le marché, Beryl entend quelqu'un l'appeler, il se retourne et découvre une jeune fille qui marche vers lui. Elle l'appelle « Maître », elle doit donc être l'une de ses élèves, mais il n'a aucune idée de qui il s'agit. Elle semble également être une bonne amie de Kuruni, mais il ne se souvient toujours pas de qui elle est. Déçue que son maître l'ait oublié, la jeune fille montre son épée pour lui rappeler qu'elle était l'une de ses élèves. Beryl réfléchit encore quelques secondes et se souvient enfin de l'endroit où il a déjà vu la jeune fille. Elle s'appelle Ficelle, et c'était bien l'une de ses élèves. Elle a passé 2 ans à s'entraîner aux côtés de Kuruni, même si elle avait l'air bien différente à l'époque. Cela fait 5 ans que Beryl ne l'a pas vue, elle a donc dû beaucoup grandir depuis, et elle se débrouille plutôt bien dans la capitale puisqu'elle est maintenant là du corps magique. Beryl est heureux d'apprendre qu'elle se débrouille bien, mais il est un peu surpris qu'elle ait rejoint le corps magique, car il ne se souvient pas lui avoir appris quoi que ce soit sur la magie. Kuruni demande à Ficelle si elle est venue faire des achats. Elle lui explique qu'elle est venue acheter des accessoires magiques. Beryl n'a jamais entendu parler d'accessoires magiques auparavant,
alors Ficelle en prend un et explique qu'il permet à n'importe qui d'utiliser la magie, bien qu'elle soit capable d'utiliser la magie sans aucun accessoire. Beryl est surpris que Ficelle puisse vraiment utiliser la magie toute seule, mais d'un autre côté, elle a dit qu'elle faisait partie du corps magique, donc c'est logique. À ce moment-là, Beryl entend une femme crier parce qu'on lui a volé son sac à main. Dès qu'il s'en aperçoit, Beryl s'apprête à poursuivre le type, mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, Ficelle lui dit qu'il peut la laisser s'en occuper. Elle dégaine alors son épée et la recouvre de magie avant de la trancher en direction du voleur. Son coup libère une décharge d'énergie magique qui attache les jambes du voleur, et une fois qu'il a touché le sol, Kuruni l'appréhende. Beryl est impressionné par la façon dont il gère la situation, en particulier par la magie de Ficelle, car il n'a jamais rien vu de tel auparavant. Ficelle explique qu'elle recouvre l'épée de magie chaque fois qu'elle se bat, et que l'entraînement de Beryl est très utile pour adapter la magie au combat. Elle est donc reconnaissante, et Beryl est également reconnaissant que Ficelle utilise encore toutes les techniques qu'il lui a enseignées. Le lendemain matin, Beryl se lève tôt pour aller se promener dans la ville, mais pendant qu'il marche, il entend quelqu'un l'appeler par son nom. Il se retourne et découvre une petite fille qui se tient là, alors il lui demande si elle s'est perdue. La petite fille lui reproche de la traiter comme une enfant parce qu'elle est la chef du corps de magie, mais Beryl pense que la petite fille ne fait que jouer, alors il ne la croit pas. La jeune fille commence à être frustrée par le fait que Beryl ne la croit pas, alors elle démontre son pouvoir en faisant jaillir une énorme boule de feu de son doigt. Beryl finit par croire qu'elle fait partie du corps des magiciens, mais il est surpris qu'une si petite fille puisse utiliser la magie de la sorte. Elle lui dit d'arrêter de l'appeler « petite fille », qu'elle s'appelle Lucie et qu'elle est une adulte à part entière. D'accord, le terme « adulte » est peut-être un peu exagéré, mais elle est beaucoup plus âgée que Beryl, et elle ne tolérera pas qu'il la traite comme une enfant. Ficelle lui a parlé de Beryl et de son extraordinaire personnalité, alors elle a voulu le rencontrer en personne. Elle est persuadée que Beryl doit être un excellent professeur car l'habileté de Ficelle à l'épée est exceptionnelle, mais Beryl affirme que le succès de Ficelle est dû à son propre travail, et qu'il n'a fait que lui enseigner les rudiments du métier. Beryl s'est promené avec Lucie par politesse, mais elle finit par l'entraîner dans une zone très ouverte, et n'importe quel joueur peut deviner où cela mène. Lucie est très attachée à sa magie et s'entraîne tous les jours pour s'améliorer autant que possible. Cependant, elle n'a personne avec qui s'entraîner, mais comme Beryl est un maître d'épée légendaire, elle pense qu'il sera un bon défi pour elle. Avant même que Beryl ne puisse répondre, elle tente de le frapper avec un jet de feu, mais il saute en arrière pour l'esquiver à temps. Beryl aurait préféré éviter de se battre, mais vu la façon dont Lucie le fixe, il semble qu'elle ne le laissera pas partir tant qu'il ne lui aura pas livré un vrai combat, alors il dégaine son épée et s'apprête à l'affronter. Lucie lance une énorme boule de feu sur Beryl, qui saute pour s'écarter et commence à se déplacer pour éviter l'attaque. Lucie continue de lui lancer des boules de feu, mais Beryl est capable d'esquiver et de parer tout ce qu'elle lui lance, alors elle décide de changer les choses et utilise la magie de la glace pour créer 3 boules de glace. Elle lance les boules de glace sur Beryl, et malgré leur taille, il peut facilement couper la glace en deux d'un seul coup d'épée. Après avoir vu ce que Beryl peut faire, Lucie s'investit encore plus dans ce combat, mais Beryl veut en finir au plus vite, alors il commence à charger vers elle. Il ne veut pas la blesser, il a donc l'intention d'utiliser la poignée de son épée pour l'assommer, mais juste au moment où il arrive à distance de frappe, Lucie se couvre de flammes pour forcer Beryl à reculer. Il l'a inquiétée pendant une seconde, car elle sait qu'elle serait assommée instantanément si elle laissait Beryl s'approcher trop près. Beryl commence vraiment à regretter de ne pas pouvoir utiliser la magie, car il est vraiment difficile de la combattre avec une épée, mais Lucie ne fait que commencer. Elle invoque encore plus de boules de feu derrière Beryl, ce qui l'oblige à recommencer à courir. Lucie trouve amusant que Beryl se contente de courir sans plan, mais c'est la première fois qu'il affronte un sorcier, alors il n'a pas vraiment de livre de stratégie pour cela. Les boules de feu finissent par cesser de pleuvoir, mais alors que Beryl se croit en sécurité, Lucie dépose une énorme boule de glace sur lui. Il la repère à temps et la part en direction de Lucie, mais celle-ci parvient facilement à la détruire avec sa magie de feu. Beryl tente donc de profiter de cette ouverture pour attaquer, mais Lucie n'est pas au bout de ses peines et utilise la magie de la foudre pour le faire reculer. Beryl n'a pas encore réussi à porter une attaque solide sur Lucie, mais elle n'a pas non plus réussi à toucher Beryl, et cela commence à la frustrer. Elle espérait en finir avec les sorts de base, mais comme Beryl a résisté si longtemps, elle décide d'utiliser son atout. Beryl la voit s'arrêter un instant et pense que c'est l'occasion d'attaquer, mais une seconde plus tard, il s'immobilise car Lucie vient d'invoquer un trou noir. Il ne sait pas exactement ce que cette chose est censée faire, mais il sait qu'il sera malheureux s'il se précipite, alors il attend patiemment que Lucie fasse un geste. Mais elle abandonne soudain et dissipe sa magie. Il est inutile de poursuivre le combat si Beryl est capable de garder son sang-froid face à un trou noir, alors elle s'excuse d'être allée trop loin et dit qu'ils peuvent en rester là pour aujourd'hui. Beryl est soulagé de ne plus avoir à se battre contre elle, car c'est très éprouvant pour les nerfs d'affronter quelqu'un comme Lucie, mais par curiosité,
Il veut savoir ce qui se serait passé si elle avait décidé de lancer son sort, et Lucy lui explique qu'en théorie, le sort aurait dû réduire le corps de Beryl en miettes. Certes, elle comprend pourquoi Ficelle admire tant Beryl, car la plupart des gens qui ont vu ce sort se seraient immédiatement évanouis de peur, et c'est la première fois qu'elle rencontre un épéiste comme Beryl, capable de se battre avec autant d'ardeur. Cela dit, elle est vraiment désolée de l'avoir forcé à se battre en duel, alors elle lui dit de venir à l'institution magique plus tard, et elle se rattrapera personnellement pour tous les ennuis qu'elle a causés. En fin de journée, Beryl se rend comme d'habitude à la salle d'entraînement pour enseigner aux élèves, et pendant sa pause, il croise Ficelle dans le couloir. Elle est venue livrer des potions de soins magiques au nom de l'Institut de magie, et elle dit à Beryl qu'il peut en prendre une pour lui. Il essaie de refuser car les potions de guérison sont très chères, mais Ficelle lui dit que celle-ci est gratuite pour s'excuser de ce qui s'est passé avec Lucy ce matin. Beryl était encore à moitié convaincu que Lucy n'était qu'une petite fille, mais Ficelle lui explique que Lucy utilise la magie pour garder l'apparence d'une jeune fille, et que personne ne connaît son âge. Malgré tout, Beryl est surpris que Lucy ait pu mettre autant de puissance dans un corps aussi petit, car il craignait vraiment de mourir lorsqu'elle l'attaquait. Il ne veut plus jamais se battre contre un autre sorcier après ce qui s'est passé, mais Ficelle lui dit que Lucy est un cas particulier. Les sorciers normaux ne peuvent pas lancer de la magie en continu comme elle le fait, alors il serait probablement capable de battre la plupart des sorciers dans un combat. Juste à ce moment-là, Alucia arrive et dit à Beryl qu'il vient de recevoir une demande spéciale. Il est curieux de savoir ce qu'il en est, et Alucia l'emmène dans une pièce où ils rencontrent tous deux Surna. Elle leur dit que la guilde des aventuriers aimerait engager Beryl pour organiser un entraînement spécial pour les nouveaux aventuriers en préparation de leur première descente dans un donjon. En entendant parler des nouveaux aventuriers, Beryl se remémore ses jeunes années, lorsqu'il voulait devenir aventurier. Les objets trouvés dans les donjons peuvent avoir une grande valeur, et Beryl était impatient d'en conquérir un, mais il s'est fait battre par des monstres dès son premier jour, alors il est rentré chez lui et n'a plus jamais essayé de partir à l'aventure. Il leur dit qu'il pense que l'aventure est une activité dangereuse. C'est justement pour cela qu'ils veulent qu'il forme les nouveaux aventuriers. Ils ont déjà fait tous les préparatifs nécessaires et cela n'interfère pas avec son travail d'instructeur spécial ici, donc rien ne l'en empêche. Surna l'invite donc à se rendre à la guilde des aventuriers et à rencontrer le maître de la guilde pour en discuter. La guilde des aventuriers étant proche, Surna y emmène Beryl immédiatement et, une fois arrivés, ils entrent dans le bureau du maître de la guilde. Cependant, à la surprise de Beryl, il trouve Lucy qui l'attend sur le canapé. Elle a entendu parler du travail que la guilde des aventuriers lui a offert, et comme elle est très amie avec le maître de la guilde, elle s'est précipitée pour rencontrer Beryl à nouveau. Le maître de la guilde, Nidus, se présente alors, et avec tout ce qu'il a entendu sur Beryl de la part de Surna et de Lucy, il n'a aucun doute sur le fait que le choisir était la bonne décision. Beryl tente de rappeler à Nidus qu'il n'a pas encore accepté le poste, mais ses paroles sont complètement ignorées. Nidus désigne son assistant, Megan, et dit à Beryl qu'il peut discuter des détails du poste avec lui, mais avant cela, Megan veut clarifier quelque chose. Il demande à Beryl s'il a une quelconque expérience en tant qu'aventurier, et Beryl répond par la négative. Megan commence alors à se demander si Beryl est vraiment apte à former de nouveaux aventuriers. Beryl est très heureux que Megan ait dit cela, car il n'aura peut-être plus à accepter le poste, mais le commentaire de Megan a énervé Surna et Lucy, qui s'étaient déjà portées garantes de Beryl. Pourtant, Megan continue de douter de lui. Avec tout le respect que je lui dois, Megan ne fait que veiller à la sécurité des aventuriers, car on a signalé récemment d'étranges comportements de monstres. Nidus comprend le point de vue de Megan et lui demande ce que Beryl devrait faire pour gagner son approbation. Megan répond que si Beryl parvient à gagner un duel contre la Surna de rang noir, il prouvera qu'il est un enseignant qualifié. Cela semble assez simple, et puisque Surna est d'accord avec l'idée, au grand désarroi de Beryl, Nidus dit qu'il va organiser le duel immédiatement. En peu de temps, Beryl et Surna sont toutes deux sur le terrain d'entraînement, et une foule immense s'est déjà rassemblée autour d'elle. Tous sont impatients de voir contre qui la légendaire Surna va se battre, et Surna est tout aussi excitée à l'idée de combattre à nouveau son maître. À l'époque où Surna était une petite fille, elle et ses parents faisaient partie d'une caravane commerciale, mais au milieu du voyage, ils ont été attaqués par une bête qui a déchiré un chariot en lambeaux. Dans un effort désespéré pour sauver leur fille, les parents de Surna l'ont jetée du haut de la falaise voisine, si bien qu'elle a été la seule à survivre à l'incident ce jour-là. Lorsqu'elle se réveilla enfin, elle trouva Beryl debout au-dessus d'elle. Il la ramena chez lui pour soigner ses blessures, et une fois qu'elle se sentit un peu mieux, il commença à lui poser quelques questions. Il lui fait dire qu'elle s'appelle Surna, mais quand il lui parle de ses parents, elle commence à avoir une crise de panique, et Beryl lui dit de se reposer jusqu'à ce qu'elle se sente mieux. Comme Surna n'a nulle part où aller, Beryl demande à ses parents s'ils accepteraient de la laisser vivre ici, au moins jusqu'à ce qu'ils lui trouvent une nouvelle maison. Au début, elle hésitait à s'ouvrir à eux, mais un matin, elle vit par hasard Beryl s'entraîner avec son épée.
Beryl vit qu'elle était intriguée et lui demanda si elle voulait se joindre à lui. Surna commença alors à s'entraîner avec Beryl dès qu'elle en avait l'occasion, et tandis qu'il lui enseignait les rudiments du maniement de l'épée, ils se rapprochèrent beaucoup tous les deux. En conséquence, Surna devint plus sociable et, un matin, alors que Beryl se préparait à commencer ses cours dans son dojo, il vit Surna qui attendait dehors, son sabre à la main, et il l'invita à se joindre à lui. Surna prenait son entraînement au sabre très au sérieux, et elle aurait aimé rester avec la famille de Beryl pour toujours, mais finalement, une famille s'est présentée qui était prête à l'adopter, et Beryl et ses parents l'ont encouragée à aller avec eux parce qu'ils pensaient que c'était ce qu'il y avait de mieux pour elle. Surna ne voulait vraiment pas partir, mais en même temps, elle ne voulait pas causer d'ennui à Beryl, alors elle l'a remercié pour tout ce qu'il avait fait pour elle, et ils sont partis chacun de leur côté. Quelques années plus tard, Surna était déjà devenue une aventurière de rang or, et elle était en mission d'escorte lorsque la caravane fut soudainement attaquée par un groupe de bandits. Le chef des bandits était connu pour être un dangereux épéiste, et son coéquipier l'a donc averti de faire attention, mais avant qu'il ne s'en rende compte, Surna avait déjà sauté dans les airs pour attaquer les bandits, et en peu de temps, ils étaient tous inconscients sur le sol. Si Surna a choisi de devenir aventurière, c'est pour deux raisons principales. D'une part, parce qu'elle veut prévenir le plus de tragédies possibles pour que personne n'ait à vivre ce qu'elle a vécu, et d'autre part, parce qu'elle veut mettre à profit toutes les compétences que Beryl lui a enseignées. Maintenant qu'elle a la chance de retrouver Beryl après 20 ans, elle compte bien lui montrer à quel point elle s'est améliorée depuis la dernière fois qu'il l'a vue. Beryl n'est pas vraiment ravi de ce duel, mais il voit à quel point Surna est enthousiaste, et en tant que maître, il se doit de lui offrir un bon combat. Au début du duel, Surna charge en avant et commence à attaquer Beryl avec un barrage incessant de coups d'épée. Elle est incroyablement rapide, mais Beryl est toujours capable de suivre ses attaques, si bien qu'elle ne peut pas porter un seul coup. Surna est ravie de la tournure que prend le combat, car cela fait longtemps qu'elle n'a pas pu affronter quelqu'un à pleine puissance sans craindre de le blesser, et Beryl est heureux de voir que Surna a gagné en puissance depuis la dernière fois qu'il l'a vue. Il voit bien qu'elle s'est entraînée sans relâche pour atteindre son niveau actuel, mais elle n'est pas encore parfaite, car il a décelé une faille dans son style de combat. Les attaques de sa main gauche sont un peu raides, ce qui permet à Beryl de planter son épée dans la poignée de la sienne et de la désarmer. Surna tente de le contrer avec son autre épée, mais Beryl lui balaie la jambe et pointe son épée vers son cou alors qu'elle est au sol. Beryl a officiellement gagné le duel, les autres descendent donc pour le féliciter de sa victoire, et Megan s'excuse sincèrement d'avoir douté de l'habileté de Beryl. Beryl lui dit qu'il n'a pas à s'excuser car il est normal d'être sceptique face à un professeur que l'on n'a jamais vu auparavant, mais maintenant qu'il est satisfait des compétences de Beryl, rien n'empêche Beryl de devenir un instructeur spécial ici. Le lendemain, Beryl rencontre les élèves aventuriers devant un donjon. Ils s'appellent Porta, Nidri et Sarlikatz. Alors qu'ils entrent dans le donjon, la montre magique de Sarlikatz l'avertit qu'il y a 6 monstres à l'horizon, et tout le monde se prépare donc au combat. Beryl et Surna sont là pour s'assurer qu'il ne se passe rien de grave, alors elle s'assoit et laisse les enfants s'occuper du combat, et lorsqu'ils affrontent les premiers gobelins, ils les battent en un temps record. Le groupe continue d'avancer, et bientôt, ils ont fini d'explorer le donjon sans incident majeur, alors ils retournent tous à l'entrée. De retour en ville, l'entraînement sera terminé, mais Beryl trouve étrange qu'il n'y ait pas eu beaucoup de monstres dans le donjon. Au moment où Porta s'apprête à quitter le donjon, la montre magique de Sarlikatz détecte quelque chose de si puissant qu'elle se brise, et Beryl crie à Porta de s'arrêter, mais il est déjà trop tard. Le petit frère a été enlevé. Porta est toujours en vie, mais il est gravement blessé et a besoin de soins médicaux immédiats. Cependant, Beryl et Surna ne pourront pas l'aider tant qu'elles n'auront pas abattu le monstre, et ce ne sera pas une tâche facile. Ce monstre est une cible spécialement désignée appelée Zénograble, et il est si fort que même les meilleurs aventuriers n'auraient aucune chance, mais les deux n'ont pas d'autre choix que de le combattre.